peut transmettre des entreprises très importantes sans payer d'impôts. Donc le pacte Dutreil, c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Le mécanisme le plus utilisé, le plus courant et certainement le plus simple à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est le démembrement de propriété. Alors sur les actions par exemple, un usufruit, il va permettre d'arbitrer. C'est-à-dire qu'en gardant la consistance du portefeuille, il peut vendre et racheter des actions. Et il pourra prélever les intérêts perçus, les dividendes versés de ces actions. En fonction de l'âge du donateur au moment où il va transmettre le bien, on va abattre un pourcentage sur la valeur réelle du bien, de telle sorte qu'il sera transmis pour une valeur fiscale inférieure à sa valeur réelle. Ce qui est intéressant et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi que le bien est censé être rentré dans le patrimoine de l'enfant au jour de la donation. Donc si le papa décède à 90 ans, 40 ans plus tard, l'enfant pourra revendre le bien et s'il vaut 200 000 et non plus 100 000, il sera exonéré de plus-value. Et ça, c'est un avantage très conséquent pour l'enfant. Mais on a le même problème avec l'or. Parfois des clients qui sont persuadés que leur maman ou leur papa avait un petit peu d'or qui était caché à la maison, mais qui ne remettent pas la main dessus. Donc c'est la même chose. Donc là, il faut identifier de manière certaine ces crypto-monnaies. Donc avec les clés d'identification, il y a des processus que tu maîtrises bien mieux que moi. Donc la première des choses, c'est si tu as les crypto-monnaies, eh bien tu en informes ton partenaire pacsé, ton épouse, ton époux. Mais déjà, tu le verbalises. Voilà, où le retrouver, comment les identifier, comment les retrouver. Ça, c'est primordial. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Mais aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir non pas de recevoir, mais d'être accueilli par Cyril Colmagro. Cyril, où tu as eu le plaisir de venir déjà faire une petite émission. Aujourd'hui, on est dans ton étude, donc tu es notaire à Poitiers, sur l'étude Y Notaire, et on va discuter un petit peu de la transmission d'une certaine façon, où on a déjà abordé ce thème avec Juliette Oliveau, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec des outils vraiment techniques et pratiques à mettre en place le cas échéant, histoire de se prémunir et d'organiser un petit peu sa transmission. Salut Cyril. Bonjour Ismaël, donc merci d'être venu à moi cette fois-ci, effectivement. Alors pour être très franc, pour des raisons techniques, parce que je suis nul en informatique et qu'on n'arrive jamais à se connecter correctement en live, et donc c'est très bien que tu puisses venir dans mes bureaux. J'espère que je serai plus compétent en droit, parce que si on aborde les sujets qu'on a évoqués, notamment sur la transmission, j'espère que je serai meilleur que sur l'informatique, parce que jusque-là, j'ai pas fait mes preuves, quoi. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. L'idée, comme je le disais, c'était de faire un petit point, un petit focus sur sur en tout cas différents outils pour préparer la transmission. En quelques mots, est-ce que tu peux quand même, comme je le disais, on a fait une émission complète avec Juliette Oliveau, mais rappeler les grands principes et pourquoi tout à chacun a intérêt à préparer et doit prendre ses responsabilités pour préparer et anticiper sa succession et mettre en place une transmission organisée. Oui, donc simplement, effectivement, en France, le régime fiscal, il est assez connu maintenant des Français. C'est-à-dire qu'on peut hériter donc, par parent, par enfant, de 100 000 euros. Donc c'est un abattement de 100 000 euros. Et donc, avant 100 000 euros, si la part transmise est inférieure à 100 000 euros par parent, par enfant, effectivement, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. C'est un impôt spécifique qui serait prélevé sur la succession. Mais si vous dépassez ces 100 000 euros par parent, par enfant, effectivement, il y a une fiscalité qui peut intervenir. Donc déjà, 100 000 euros, c'est un abattement qui est déjà assez important. Il a été beaucoup plus important il y a quelques années, puisqu'il
il était de 159 325 euros. Donc il a été réduit de 159 325 euros par parent par enfant à 100 000 euros. Et surtout, avant, on pouvait donner tous les 6 ans, puis ça a été donné tous les 10 ans, et aujourd'hui, c'est donné tous les 15 ans. Donc il y a deux effets qui font qu'aujourd'hui, il faut faire un peu plus attention. Déjà, l'abattement a été réduit, et en plus, là où il se restaurait entièrement au bout de 6 ans, aujourd'hui, il se restaure entièrement au bout de 15 ans. Pour être plus clair, si vous transmettez, un papa transmet à son fils 100 000 euros et que ce papa lui survit 15 ans après cette donation et qu'il veut redonner, eh bien, il pourra à nouveau donner ces 100 000 euros puisqu'au bout de 15 ans, la première donation sera, on peut dire, oubliée d'un point de vue fiscal. Donc ça, c'est la première chose. Donc 100 000 euros, c'est quand même pas rien parce que dans un schéma classique, par parent, par enfant, ça nous donne une enveloppe globale de l'ordre de 400 000 euros. Donc c'est quand même pas rien. Donc si on anticipe par des mécanismes simples et que on prend le temps d'aller chez son notaire, tous les auditeurs de la bonne fortune ont dans un quart d'heure autour de chez eux un notaire. Donc il suffit de regarder sur leur village, voilà, et ils vont trouver leur notaire le plus proche et donc ils prennent rendez-vous chez leur notaire et en faisant un bilan assez simple, une projection assez simple de leur patrimoine, qu'il soit mobilier, parce qu'on pense souvent aux immeubles, mais il faut aussi évidemment penser aux meubles. Donc le mobilier, c'est quoi? C'est les placements financiers que vous êtes susceptibles d'avoir sur des comptes. C'est une toile qui a peut-être un peu de valeur, qui a été léguée par la grand-tante que vous avez accrochée dans le salon. C'est peut-être des bijoux. Voilà, là encore hérité ou acheté. Et toutes les valeurs mobilières, donc les comptes courants, les comptes de placement, les crypto-monnaies, tout ce que vous êtes susceptible d'avoir sur vos comptes en banque, et l'immobilier. Vous faites une masse globale, et si vous êtes en communauté comme 90% de la population française, sous le régime de la communauté, vous avez une masse commune avec votre époux, votre épouse. Cette masse, on voit très bien en fait, si on la sépare en deux, ce que chacun a. Et donc, si vous avez 2 enfants et que cette masse dépasse pour vous 200 000 euros, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être un souci s'il y a un décès brutal qui intervient. Puis ça peut aller vite, surtout dans le cadre de l'immobilier, où on voit que l'ensemble des biens, depuis maintenant des années, des décennies, ont pris quand même de certaines valeurs, et on se retrouve vite avec une maison, une résidence principale à 100 000, 200, 300, 400, 500 000 euros. Et de facto, on est vite concerné par cet abattement qui peut potentiellement être vite absorbé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, ça va intéresser justement les investisseurs immobiliers qui nous écoutent. Ça va également intéresser ceux qui sont propriétaires d'entreprises, voire aussi des mécanismes pour pouvoir transmettre les entreprises, et également ceux qui détiennent, tu en as parlé également, des cryptoactifs, des crypto-monnaies, chose qui est de plus en plus courant aujourd'hui et qui, je pense, devrait s'accentuer dans les prochaines années également. Pour un investisseur immobilier, est-ce que tu peux évoquer deux mécanismes qui permettent en tout cas de préparer un petit peu sa transmission et de s'assurer un petit peu de tout ça? Le mécanisme le plus utilisé, le plus courant et certainement le plus simple à mettre en œuvre aujourd'hui, c'est le démembrement de propriété. Donc le démembrement de propriété, c'est un terme barbare qui permet de scinder la propriété, le droit de propriété, en 2 droits distincts, un droit d'usufruit et un droit de nue propriété. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? L'usufruitier, c'est celui qui va pouvoir jouir du bien. C'est généralement le donateur. C'est celui qui a déjà le bien dans son patrimoine, la mère de famille, le père de famille, et qui souhaite le transmettre par anticipation à ses enfants, mais tout en s'en gardant la jouissance. Parce qu'effectivement, si par exemple on prend l'exemple d'une résidence secondaire, nous avons une résidence secondaire à Royan. Cette résidence secondaire, bien, on aimerait l'anticiper dans la transmission pour qu'elle puisse advenir à nos enfants à l'avenir sans que la fiscalité soit trop lourde. Mais pour autant, on voudrait quand même pouvoir y aller jusqu'à la fin de nos jours, inviter nos copains et prêter à nos cousins la maison comme on le souhaite, sans avoir demandé rien à personne. Et donc ce démembrement, c'est donc sur cette maison de Royan l'effet de conserver l'usufruit au donateur. L'usufruit, c'est le droit de jouir du bien, donc d'y habiter, de le louer et d'en toucher la totalité des revenus, et même de le prêter sans avoir à demander au nu propriétaire son avis. Donc c'est ça l'usufruit en résumé. Donc on pourrait effectivement opérer une transmission en conservant l'usufruit au donateur. On dit souvent sans réduction au premier décès, sous-entendu
les deux donateurs, quand ils vont donner, ils sont bien tous les deux à donner. Mais s'il y en a un qui s'éteint, l'autre aura bien la globalité de l'usufruit. Et donc les enfants n'auront pas un demi-usufruit sur le bien. Ce qui pourrait déjà être plus compliqué si ce bien a été générateur de revenus. Il faudrait partager ces revenus entre les parents et les enfants. Donc là, l'objet, c'est vraiment de dire, on garde l'usufruit jusqu'au dernier des deux décès. Et ça, c'est la première chose. Donc le nu propriétaire, lui, c'est un propriétaire futur, un propriétaire en devenir. Donc ces enfants, les enfants sont généralement les nus propriétaires. Et donc les enfants ne deviennent pleins propriétaires de l'ensemble qu'au dernier de décès de leurs parents. Et avant cela, effectivement, ils n'ont pas la maîtrise de l'immeuble. Pour autant, il faut quand même noter un point important. Quand on a démembré un bien immobilier, quand un donateur s'est réservé l'usufruit et a transmis la nue propriété, le donateur ne peut plus vendre seul. Voilà, le nu propriétaire est investi d'un droit au jour de la donation. Donc si demain il y a une vente, c'est tout à fait possible que les enfants consentent à la vente, et même qu'il y ait une subrogation, c'est-à-dire le remploi de ce prix de vente dans un autre bien en conservant le démembrement, c'est tout à fait possible. Mais quand même, si dans l'intervalle vous vous fâchez avec les enfants, il faudra bien qu'ils viennent signer l'acte. Donc là, il y a une limite à cette transmission. On dit donner et retenir ne vaut. Donc effectivement, si les parents donnent même en se réservant un usufruit, on peut pas leur laisser la libre disposition totale du bien. Voilà. Ouais, il y a quand même quelques contraintes d'ordre technique et juridique. Quel est l'avantage pour un donateur de donner comme ça en démembrement et quel est l'avantage pour un usufruitier de recevoir comme ça une partie du bien plutôt que la totalité par exemple? Alors pour le donateur, pour celui qui donne, donc l'avantage c'est d'anticiper la transmission. Cette anticipation de transmission, elle a un intérêt fiscal, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que en fonction de l'âge du donateur au moment où il va transmettre le bien, on va abattre un pourcentage sur la valeur réelle du bien, de telle sorte qu'il sera transmis pour une valeur fiscale inférieure à sa valeur réelle. Bon, ça c'est du chinois, on va prendre des chiffres concrets. Justement, super, je vais te prendre un exemple moi, qui me vient en tête très basiquement, avec cette règle des 100 000 euros. Je suis parent seul, j'ai qu'un seul enfant, j'ai une maison qui vaut 100 000 euros. Pourquoi ne pas la donner entièrement, sachant que je peux donner tous les 15 ans? Et quel intérêt j'aurais, par exemple, dans ce cadre-là, à faire un démembrement, par exemple? Et concrètement, ça se traduirait comment en chiffres? Alors, quel serait l'âge de ton parent? Il faudrait lui donner un âge. Si moi-même je suis parent, je sais pas, le parent a 50 ans, disons. Donc 50 ans, c'est un âge clé. 50 ans, des enfants, un enfant qui aurait, disons, 30 ans. D'accord. 20 ans de moins. Et voilà, de dire, tiens, je vais faire une donation, donner un coup de pouce, parce que... Alors, voilà, et donc, donner cette maison... quel est l'intérêt si elle a une valeur par exemple de 100 000 euros et comment ça se traduit concrètement dans les chiffres? Donc il y a deux éléments. Donc là, tu me parles bien de la donation d'un bien immobilier, donc par un papa qui aurait 50 ans et un enfant qui aurait 30 ans. La valeur de ce bien serait de 100 000 euros. Bon, ça c'est pour l'exemple. Donc déjà, effectivement, avant toute donation, on prend le temps de discuter avec les personnes pour être certain qu'ils soient en capacité de le faire et que ce ne soit pas quelque chose qui puisse leur manquer à l'avenir. Vraiment, c'est un préalable que tous les notaires... prennent le temps de faire. De faire un point général avec la personne qui vient à nous. S'agissant de ton exemple, donc on considère que c'est plutôt soit une résidence locative, soit parce que si c'est sa résidence principale, on ne va pas lui faire donner en pleine propriété à un enfant, même si l'abattement le permet. C'est toujours risqué que l'enfant se brouille avec son parent et qu'il lui demande de partir. Oui, bien sûr. Voilà, s'il donne en pleine propriété, il n'a plus aucun droit dessus, l'enfant peut vendre seul. L'exemple n'était peut-être pas le plus approprié, disons une résidence secondaire ou locative. Donc on va considérer que c'est un appartement que cette personne de 50 ans avait acheté et qu'il arrive à un moment où il se dit j'ai une résidence principale qui vaut, admettons, 200 000 euros, j'ai cet appartement qui vaut 100 000 euros et il se dit peut-être que c'est le moment de commencer à transmettre. Alors, deux cas sont donc possibles. Soit il transmet en pleine propriété à son enfant. S'il transmet ce bien en pleine propriété, il lui donne l'appartement de manière irrémédiable. Donc l'enfant, lui, après choisit s'il le loue et continue de percevoir les loyers. Et dans ce cas-là, c'est l'enfant qui sera imposé puisque plein propriétaire sur les revenus générés. Soit il considère effectivement qu'il peut le vendre et garder un capital pour refaire un autre projet. Ça, c'est possible. Cette solution pourrait avoir un avantage si, par exemple, le papa en question avait beaucoup d'impôts de plus-value.
C'est-à-dire qu'en donnant, il purgerait son éventuelle plus-value. Donc lui sacrifie le bien parce qu'il donne à son enfant. Mais au moins, si la politique c'était à terme de vendre, il vaut mieux que l'enfant vende. Et dans ce cas-là, la donation, puisque dans la donation, on va mettre la valeur du prix du marché, ça peut permettre de donner plus à son enfant. C'est-à-dire que s'il avait vendu le bien et qu'il avait payé un éventuel impôt de plus-value, il aurait moins à donner à son fils. Et oui, bien sûr. Donc en le faisant à l'envers, ça peut permettre d'avoir un reste plus important pour l'enfant. Oui. Donc ça, ce serait l'intérêt du don en pleine propriété, dans la mesure où le papa n'en aurait plus besoin et que l'enfant aurait un besoin important. Et donc là, avec un avantage éventuel sur cette plus-value que le père n'aura pas acquitté. Évidemment, il n'aura pas de plus-value, il donne le bien. Donc on ne va pas lui demander de payer un impôt. L'enfant, lui, il l'aura eu pour sa valeur de marché, donc il peut le recéder dans la foulée pour sa valeur de marché sans impôt. Donc ça, ce serait un intérêt qu'on pourrait imaginer. Le deuxième cas, c'est le papa qui se dit « Moi, je veux bien anticiper parce qu'effectivement, mon patrimoine est de l'ordre de 300 000 euros et donc je sais que mon fils va être assujetti à un impôt de succession. Mais il dit quand même, moi, c'est un loyer, c'est quand même 500 euros pour moi tous les mois. Dans 10 ans, 12 ans, je suis à la retraite, j'aurai besoin de ce complément de revenu. » Et donc là, il peut légitimement se dire « Ce serait pas mal de transmettre en nue propriété. » Et donc, pour que le démembrement s'opère, on regarde alors quel est l'âge du papa qui va donner. Et donc, dans ton cas, tu m'as dit qu'il avait 50 ans. Donc, 50 ans, c'est un âge intéressant parce que quand on a moins de 51 ans, on a un usufruit qui est de 60%. Quand on a entre 51 ans et 61 ans, l'usufruit est de 50%. Puis, passé 61 ans, il est de 40%. Passé 71 ans, 30%, passé 81 ans, 20%. Alors l'usufruit, il est fonction de l'âge, puisque la valeur de cet usufruit, c'est la valeur potentielle de jouissance du bien. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous avez une longue espérance de vie devant vous, donc vous allez pouvoir jouir du bien longtemps, donc vous allez encaisser beaucoup de revenus potentiels. Tout ça, c'est potentiel. Donc c'est pour ça que votre usufruit il a beaucoup de valeur. À l'inverse, si vous avez 91 ans, 92 ans, on se doute, sans être désagréable, que votre espérance de vie va être plus faible. Et donc, l'usufruit de 10%, c'est logique, parce que vous allez appréhender beaucoup moins longtemps les fruits de ce bien, les revenus de ce bien. Donc, dans notre cas, le papa a 50 ans, et donc son usufruit est de 60%. Donc, si l'appartement vaut 100 000 euros, je vais enlever 60%, donc 60 000 euros, parce que ce n'est pas donné, puisque c'est l'usufruit qui est réservé par le papa. Donc, cet usufruit vaut 60 000 euros dans notre exemple. Et donc le papa va transmettre à son fils l'appartement en nue propriété pour une valeur réelle de 100 000 euros, mais pour une valeur fiscale de 40 000 euros. Donc là, on voit tout l'intérêt, parce que sur cet abattement de 100 000 euros, il va rester encore 60 000 euros potentiellement à donner. Donc, oui. On voit bien l'effet levier que va générer le démembrement. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors l'enfant, lui, il reçoit la nue propriété de cet appartement. Donc il n'a pas d'impôt à payer. Généralement, les charges, l'entretien est à la charge de l'usufruitier, donc c'est le papa qui va continuer d'entretenir le bien, qui va acquitter les revenus des loyers perçus. Donc pour l'enfant, c'est relativement neutre. Et quand son papa partira, par contre, il sera déjà propriétaire du bien par l'effet du décès de son papa. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acte notarié à faire. À ce titre-là, il faudra bien faire la succession. Mais on n'aura pas besoin de faire une attestation de propriété pour ce bien, puisqu'il sera déjà propriétaire par l'effet du décès de son papa. D'accord, donc là, double mécanisme. D'une part, dans cet exemple précis, on donne pour une valeur fiscale à 40 000 au lieu de 100 000. Donc on peut redonner, par exemple, le papa un PEA de 60 000 euros. Il pourrait donner 60 000 euros en plus et pour rester dans la tranche des 100 000. Et deuxième effet, c'est au décès, à l'extinction du papa, le donataire, l'enfant, dans ce cas-là, récupère la pleine propriété, donc entre guillemets les 60 000, le delta de 60 000 restants, sans que ça rentre dans le champ de la succession. Tout à fait. C'est-à-dire que quand l'usufruit s'éteint, ça n'est pas générateur de fiscalité. D'accord. C'est un avantage fiscal important. Autre point important. Donc au plus haut donne taux, avec cette question de barème progressif des pourcentages et de la valeur de l'usufruit
qui diminue forcément avec l'âge, en même temps que l'âge du donataire pour les raisons que tu as évoquées. Au plus on donne tôt, au plus justement ces effets d'échelle sont importants et on peut donner comme ça des sommes de façon fictive, entre guillemets. Alors, attention, j'emploie peut-être des termes qui ne sont pas appropriés d'un point de vue purement juridique, mais on donne des sommes de façon fictive comme ça qui vont échapper un petit peu, qui vont passer sous le radar de la fiscalité, ce qui permettra de donner peut-être d'autres choses après coup, quoi. Oui, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est aussi que le bien est censé être rentré dans le patrimoine de l'enfant au jour de la donation. Donc si le papa décède à 90 ans, 40 ans plus tard, l'enfant pourra revendre le bien et s'il vaut 200 000 et non plus 100 000, il sera exonéré de plus-value, puisqu'on aura considéré que l'enfant aura été propriétaire du bien depuis la donation. Et ça, c'est un avantage très conséquent pour l'enfant. Et oui. Et donc, il l'aura eu pour 40 000 et potentiellement, alors bon, je grossis très volontairement, il le revendra dans 40 ans peut-être 200 000. Donc effectivement, là, on voit tout l'intérêt de ce mécanisme. Et oui, sans impôt sur la succession et sans plus-value, en fonction de l'état du marché. Et pour être exonéré d'impôt de plus-value et de CSG-CRDS, puisque ce sont deux régimes fiscaux distincts, il faut attendre 30 ans. La plus-value, on est exonéré au bout de 22 ans, mais la CSG-CRDS a été rapportée à 30 ans. Donc, pour être vraiment exonéré de tout impôt sur la cession d'un bien immobilier, hormis les exonérations classiques, dès la détention, 30 ans. Donc là, sur un bien loué, dès la détention, 30 ans, c'est long, hein. Et oui, en effet, ouais. Donc c'est un autre avantage. Ok. Donc on a vu quand même, tu as mis en garde, entre guillemets, tu as quand même relevé deux, trois petites subtilités sur lesquelles il faut faire attention. Si on donne, forcément, on perd une partie des droits. Forcément, le nu propriétaire reste quand même avoir la main sur une bonne partie de décision, mais pour une vente globale, devrait s'acquitter de l'accord des enfants, etc. Donc dans tous les cas, il faut quand même se projeter. Est-ce qu'il est intéressant, par exemple, un jeune couple qui vient d'avoir des enfants, potentiellement avec un bon patrimoine pour le couple, est-ce qu'il serait intéressant de faire une donation de ce type ou un démembrement assez jeune? Est-ce que toi tu pourrais le conseiller? Est-ce que ça peut être compliqué si, je ne sais pas moi, à 18 ans, l'enfant qui avait reçu avant a envie de sortir, de cramer tout le pognon, etc., de faire des bêtises? Ça peut peut-être être un peu compliqué dans la gestion familiale. On est toujours très frileux quand il s'agit de mineurs, pour plein de raisons. D'abord, quand on transmet à un mineur, si vous êtes obligé de vendre le bien, il faut l'accord du juge. Et oui. Et donc déjà, c'est un point important potentiel de blocage. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si demain vous n'aurez pas besoin de vendre le bien, même si ce n'est pas le projet du jour. Donc on essaye d'avoir une vision à très long terme, et quand on s'engage sur des schémas de transmission avec des mineurs, c'est pour des raisons précises. Alors déjà, sur des biens dont on est certain qu'on n'en aura pas l'utilité, donc pour des patrimoines très importants, où on dit de toute façon, tant pis, quoi. C'est comme si c'était, entre guillemets, perdu. C'est pas perdu, ça va aux enfants. Mais vraiment pour être certain qu'il n'y aurait pas de difficulté. Parce que dans ces schémas-là, il faut quand même être prudent. Alors après, honnêtement, l'âge clé pour 98 ou 19% des Français, c'est de se poser les questions entre 55 et 60 ans. Pourquoi ce schéma-là? Parce qu'en dessous de 61 ans, on a encore 50% d'usufruit, ce qui est quand même considérable. Et entre 55 et 60 ans, on sait à peu près quand on va prendre sa retraite, à peu près. On sait à peu près quelle sera sa retraite. On ne sait jamais vraiment de manière certaine compte tenu des réformes fiscales, mais on a quand même une vision sur ce qui va être la période de retraite, où je vais vivre. Quels sont mes centres d'intérêt, quel sera mon train de vie, grosso modo, j'ai besoin de temps pour vivre. Voilà. Et donc ça nous permet d'échafauder alors des schémas et d'envisager sereinement une transmission, ou alors de dire ben non, là, à mon avis, n'anticipez pas. Voilà. Merci Cyril. Tous les auditeurs qui ont moins de 60 ans sont partis et n'écoutent plus. Ils sont déjà chez leur notaire. Du coup, c'est important aussi pour toutes les raisons qu'on avait évoquées aussi avec ta confrère Juliette, de s'y intéresser par contre beaucoup plus tôt pour être conscient des mécanismes et comment se déroule une succession de façon plutôt classique, en connaître les règles. Pour en revenir sur le cas de l'investisseur immobilier, il y a un deuxième point que je voulais aborder avec toi qui paraît
assez important, c'est dans le cas de l'assurance emprunteur pour un investisseur qui soit en nom propre dans le cadre d'une exploitation en meublé, donc LMNP ou LMP, ou alors un investisseur qui soit dans le cadre d'une société à l'IS, typiquement une SCI à l'IS. Il y a un petit point de vigilance à avoir par rapport à l'assurance emprunteur en cas de décès notamment, qui peut avoir des répercussions assez importantes. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Oui, alors effectivement, quand le schéma classique, c'est les investisseurs de sociétés civiles à l'IS, mais ce serait valable pour un professionnel de la location meublée. La difficulté, c'est dans les SCI à l'IS, effectivement, dans les sociétés à l'impôt sur les sociétés. Si le gérant, personne physique associée de la société, souscrit un emprunt important, on va lui demander de s'assurer pour le décès invalidité. En gros, on dit décès invalidité 100%. Effectivement, si on a un sinistre, si la personne assurée décède, la société à l'impôt sur les sociétés va toucher le capital décès. Admettons 400 000 euros par exemple. Donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait juste, mais au 1er janvier, le taux d'IS devrait passer à 25%. Donc en gros, on a un risque fiscal qui est important parce que si la personne décède, la banque verse le capital décès à la société, qui est elle-même imposée à l'impôt sur les sociétés, donc on a un revenu exceptionnel qui là va être fiscalisable. Donc de l'ordre de 25%, même si on a une tranche de 15% jusqu'à 38 000 euros. Bon. Donc sur une assurance à 400 000 euros, on a pratiquement 100 000 euros de fiscalité. Donc c'est quand même effectivement un risque important. Alors il y a un mécanisme qui s'appelle la délégation d'assurance, mais qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Donc il faut avoir les bons arguments auprès de la banque pour l'obtenir. Ça se négocie comme les conditions générales de l'emprunt, particulières plutôt, parce que généralement les conditions générales c'est des contrats cadres, donc c'est plus compliqué. Vraiment, le négocier c'est intéressant, puisqu'il faudrait prévoir dans ces sociétés que, en cas de décès de l'associé, ce soit bien ses héritiers qui touchent les capitaux, mais avec obligation de les apporter en compte courant de la société civile pour éteindre le financement que la société avait obtenu. Donc le mécanisme, c'est que les enfants, les héritiers héritent des capitaux décès. Là, il n'y a pas de fiscalité sur des capitaux décès, donc c'est intéressant. Et les enfants en font un apport en compte courant à la société. Voilà. Parce qu'ils vont récupérer, suite au décès, les parts. Alors soit ils étaient déjà associés, soit ils récupèrent avec le décès les parts de leur auteur. D'ailleurs, on pourrait imaginer qu'ils aient été associés dès le départ, ne serait-ce que pour une part, pour pouvoir faire cet apport en compte courant. Ça fait partie des débats ou des choses que pourrait peut-être demander la banque pour accepter ce montage. Donc les enfants touchent les capitaux décès, les apportent en compte courant à la société qui rembourse le crédit. Ça veut dire que la société, déjà, n'a pas un bénéfice exceptionnel. Donc sur l'exemple qu'on a pris, 400 000 euros d'assurance décès invalidité, on a une économie de l'ordre de 100 000 euros. Et mieux encore, les enfants faisant l'apport à la société, c'est un apport en compte courant, donc la société devra leur rembourser ces 100 000 euros. Et donc, les bénéfices futurs de cette société subiront effectivement le taux d'IS. Ou les 400 000 euros, tu veux dire plutôt. L'apport sera du montant apporté. Oui, pardon. Oui, tout à fait. C'est 400 000 euros. Oui. C'est l'assurance décès qui est touchée par les enfants ou les héritiers qui l'apporte à la société. Mais c'est bien, tu suis. Donc effectivement, la dette due par la société aux héritiers, en fait, là où avant la dette était due à la banque, elle est transférée sur la tête des héritiers. Donc les 400 000 euros d'assurance décès, ils sont en compte courant des héritiers. Et donc, à l'avenir, si la société fait 50 000 euros par an de résultats, elle paiera son taux d'IS, mais les enfants récupéreront leur compte courant. Et ce n'est pas une distribution de dividendes, il n'y aura pas de flat tax, il n'y aura pas 30% d'impôt. Les héritiers récupéreront leur compte courant. C'est-à-dire que la société remboursera la dette aux associés. Et oui. C'est deux schémas complètement distincts. Et oui, avec des conséquences complètement diamétralement opposées. Dans le premier cas, ça rentre dans le cadre d'un résultat directement dans l'entreprise, avec un résultat exceptionnel qui doit s'acquitter de l'impôt. Et donc, typiquement,
on reprend le schéma des parents avec les enfants héritiers, le père décède, l'enfant héritier doit reprendre les parts de cette société, mais avec un impôt à payer par exemple de 100 000 euros, et conséquence, si l'enfant potentiellement n'a pas cette somme pour financer, obligé de revendre le bien, etc., avec toutes les conséquences qui s'en suivent, et donc se retrouve potentiellement avec un patrimoine au maximum, au mieux, 300 000 euros. Que dans le deuxième cas, c'est totalement l'inverse, c'est pas la société qui perçoit en tant que résultat exceptionnel, c'est l'héritier qui doit quand même tout de même rembourser. Mais qui lui est exonéré. Rembourser ça, mais qui est exonéré, d'une part exonéré totalement du montant de la perception de l'indemnité, qui donne à la société pour qu'elle puisse rembourser cet emprunt et créer dans le même temps une dette envers la société qui doit de l'argent. Donc on voit vraiment deux chemins complètement opposés. Et ça me fait penser que, dans mon cas purement personnel, je suis sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, je ne voulais pas négocier de délégation justement d'assurance avec la banque d'un point de vue commercial pour jouer le jeu commercial, etc. Parce que souvent on voit, enfin en tout cas dans mon cas, mais même plein d'autres, on voit la question de la délégation d'assurance simplement pour faire quelques petites économies. Oui, alors là c'est deux choses distinctes. Ouais. Toi tu parles de l'assurance que la banque te vend en tant qu'ADI PTIA. Tout à fait. Et là aussi la faculté que tu as d'aller chercher une assurance externe à la banque. Tout à fait. Ça effectivement. Mais moi quand j'entends délégation d'assurance, c'est-à-dire on délègue le bénéfice de l'assurance à un tiers. Effectivement ce sont deux choses distinctes, mais c'est exactement ça. Toi, tu dis que tu as joué le jeu en prenant l'assurance à la banque, mais pourquoi pas? Mais il faut que l'assurance fasse quand même une délégation de l'indemnité potentiellement perçue en cas de décès, et que ça ne soit pas la société, mais bien tes héritiers. Voilà. Et oui, c'est une convention. Ouais. Et dans la pratique, ça peut quand même, c'est vraiment de la négociation avec la banque. C'est très compliqué à mettre en place. Ouais. On l'a essayé de le faire plusieurs fois, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des banques qui n'aiment pas ça, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas toujours à savoir pourquoi. On y arrive, mais c'est très compliqué. Ok, en tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant parce que ce sont des choses qui ont quand même un impact, on le voit là avec des montants comme cela, mais après si on prend sur des montants même encore bien supérieurs, ça peut aller très très vite. Au niveau de l'immobilier, déjà entre le démembrement, cette délégation d'assurance, en tout cas du bénéficiaire de l'assurance, est-ce que tu vois d'autres axes particulièrement intéressants à voir pour préparer soit la transmission, soit la succession dans les meilleures conditions possibles? On avait évoqué les mécanismes particuliers, c'est-à-dire que là on a parlé de la succession de manière très générale, avec ce mécanisme de démembrement. On a aussi des mécanismes spécifiques, mais pour des biens particuliers. Notamment, il y a le pacte Dutreil pour la transmission des entreprises. Il y a des régimes fiscaux adaptés pour la transmission de bois et forêts. Il y a encore des régimes fiscaux adaptés pour la transmission de biens ruraux loués à long terme, c'est-à-dire des terres agricoles. Donc la législation est faite de telle sorte que elle se veut d'accompagner les transmissions, souvent de patrimoines qui sont assez élevés, et donc les exonérations qui ont été voulues par le législateur doivent permettre la transmission des actifs dans les meilleures conditions. L'intérêt qui est visé, c'est un intérêt purement économique, notamment pour le pacte Dutreil. En gros, dans les statistiques, le ministère de l'économie s'est aperçu que ce qu'on appelle les entreprises familiales, quand il y avait des transmissions familiales, ces entreprises perduraient beaucoup plus, il y avait beaucoup moins d'échecs que quand c'était des reprises extérieures. Donc, notamment pour le mécanisme du pacte Dutreil, le législateur a dit on va essayer de faciliter les transmissions d'entreprises intrafamiliales parce qu'on voit qu'il y a moins d'échecs et donc que les entreprises fonctionnent mieux. Pour plein de raisons, notamment ce qui avait été mis en avant, c'est cette vue à très 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 long terme, au-delà des générations, ce que n'ont pas forcément d'autres sociétés. Alors là, je sais pas, les grandes règles, c'était les motivations voulues par le législateur pour appuyer cette législation qui a fait l'objet de débats parce que l'exonération est très importante. Donc, au-delà du régime général qu'on a évoqué rapidement, effectivement, on peut parler rapidement de ces exonérations particulières. Alors, s'agissant du pacte Dutreil, c'est vraiment un pacte qui est voulu dans la transmission d'entreprises familiales.
D'accord, typiquement L'Oréal, quoi, avec la famille Bettencourt. Oui, alors je suis certain qu'ils avaient des packs Dutreil. Ça, c'est certain, effectivement, sur les actions. Mais même des petites entreprises locales, très connues, ont des packs Dutreil. Dès que vous avez la faculté de mettre en place sur le long terme, parce que tout ça, évidemment, se prépare sur le long terme quand même, ces transmissions, les exonérations sont très importantes, puisque pour le pack Dutreil, on exonère de 3/4 de la valeur des parts de l'entreprise. Et oui. Là, quand c'est bien fait, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Donc il faut en profiter. Donc ce sont des mécanismes qui sont extraordinairement efficaces en fait. Donc on peut transmettre typiquement quelqu'un qui possède, je sais pas moi, une boulangerie simplement, quelque chose, peut transmettre comme ça à ses enfants en mettant en place ce pacte Dutreil qui lui permettra de bénéficier, en tout cas à l'héritier, au donataire, je ne sais pas comment Oui, quel tout est à le bon fait. terme. Le donataire, c'est le bon terme. Au donataire, bénéficier de l'ensemble de la valeur de la boîte avec une réduction de l'imposition sur la succession de 75%. Oui, tout à fait. Et il faut que ce soit un membre de la famille pour le coup ou... Alors oui, dans le pacte Dutreil, effectivement, alors il y a plein de conditions, hein, donc je ne sais pas si on va rentrer dans ce détail-là. Peut-être citer les 2-3 principales conditions. Et déjà, les associés qui signent ce pacte Dutreil, ils doivent s'engager dans le temps. C'est vraiment, sauf décès brutal, hein, mais la condition première, effectivement, c'est un engagement dans la durée. Il faut conserver un certain seuil de capital dans la société, c'est-à-dire qu'il faut avoir une détention minimum dans la société, 34%. Et après, on a effectivement un engagement de conserver les titres sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un pacte Dutreil en disant bon, papa va me donner l'entreprise, moi dans 2 ans je vends tout et puis je pars avec les sous. Non, ça ne marche pas. L'esprit du législateur, c'est de permettre la transmission sur le long terme. Donc il faut conserver les parts, mais en plus, il faut qu'un des donataires, donc un des héritiers, ait des fonctions de gérant. C'est-à-dire qu'il faut de gouvernance au sein de la boîte. Il faut qu'il soit au jour le jour dans l'entreprise. Hein. Et ça, c'est scrupuleusement étudié. Hein. Les conditions, il faut faire des déclarations annuelles quand on signe les pactes en amont. Hein, il faut faire des déclarations annuelles où on veille bien à ce que tout soit bien dans les clous, notamment dans la rédaction des statuts. Il y a beaucoup de petits détails dans la rédaction du pacte, dans les déclarations administratives. On est quand même en France, hein, donc si vous loupez une déclaration administrative, vous pouvez perdre le bénéfice de l'exonération. Oui. Alors après, l'exonération est quand même extraordinaire, 75% de la valeur. Donc c'est un mécanisme, quand on peut transmettre des entreprises familiales, quand on peut le faire, c'est encore une fois... Et typiquement, ça s'adresse à ton avis, toi en tout cas, ou ce que tu vois dans le quotidien, ou ce que tu pourrais peut-être éventuellement conseiller, à partir de quelle valorisation de l'entreprise ça peut être intéressant de le faire. Je reprends l'exemple de la petite boulangerie, alors j'ai aucune idée de combien peut être valorisée une boulangerie, puis ça va être tellement disparate en effet, mais une boulangerie qui est valorisée 100 000 € pour prendre un chiffre comme ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire un pacte Dutreil, etc. Ça va vraiment dépendre du contexte familial. Est-ce qu'on a plusieurs héritiers ou pas? Parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Peut-être qu'à 100 000 € ça ne vaudra pas le coup parce que les mécanismes classiques nous permettront de faire l'opération sans avoir besoin de rentrer dans une complexité quand même juridique, et une complexité juridique annuelle, redondante. C'est-à-dire que voilà, faut faire attention après quand on s'engage. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas le régime. Donc après, les experts comptables, effectivement, les avocats fiscalistes, les avocats d'affaires et les notaires peuvent attirer l'attention du chef d'entreprise. C'est même leur devoir de dire à un moment, vous avez 50 ans, 55 ans, votre fils travaille déjà avec vous, votre fille est avec vous, voilà, vous avez... Ouais. Voilà, il faut effectivement qu'il y ait des alertes qui s'opèrent et dire, ben voilà, pensez-vous qu'à terme, votre fils ou votre fille pourrait reprendre l'entreprise? C'est des petites choses, mais qui peuvent permettre tranquillement de mettre les choses en place. C'est pas tant une question de valorisation. Après, si ça peut être fait même sur une entreprise de 300 000 €, si vous avez une maman qui veut céder son entreprise à sa fille et que l'entreprise vaut 300 000 € et que sa fille est fille unique, bon, on rentre dans les cases, bon, on peut bénéficier évidemment de l'exonération des 75%. Donc c'est quand même très agréable.
Après, il y a même d'autres abattements spécifiques, hein. Il y a l'abattement salarié, il y a un abattement salarié de 150 000 euros et en plus un abattement de 100 000 euros classique. Donc on peut très vite arriver à cumuler, on peut transmettre des entreprises très importantes sans payer d'impôts. Et oui, oui. Admettons 1 million d'euros, 75% d'exonération, 250 000 euros. Si la fille travaille déjà dans l'entreprise, elle avait un abattement salarié qui doit toujours exister de 150 000 euros, cumulable avec l'abattement général de 100 000. Donc, en une opération, on peut transmettre 1 million d'euros, avec des obligations. Hein. Je fais exprès de résumer pour avoir une image. Donc, on n'est pas dans la précision juridique. Hein. Là, je vous donne une image pour que ça parle un peu à vos auditeurs. Donc, on peut passer très rapidement de transmettre des entreprises importantes. Donc, le pacte du trail, c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Pour les entreprises de taille, allez, je vais dire moyenne, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En termes de valorisation potentielle. Et après, ça dépend aussi vraiment du cadre familial, parce que si vous avez 3 enfants, une entreprise qui vaut 1 million d'euros, mais que vous n'avez pas 3 millions d'euros, comment vous faites si vous donnez l'entreprise à l'un, vous faites comment par rapport aux autres? Vous voyez, c'est pas si simple. Donc après, ça peut être le fils qui va verser une soulte ou la fille à ses cohéritiers, mais c'est pas si simple à mettre en œuvre après. Hein. Ça peut, voilà. Et oui, en effet, on l'a vu, si on donne à l'un, on doit donner aux autres ce qui est... On doit donner, alors on peut toujours avantager, il y a la quotité disponible, c'est la quote-part, dont le donateur, dont il peut jouir librement, c'est-à-dire qu'il peut l'attribuer à qui il souhaite. Mais c'est pas évident, on va pas créer des tensions intrafamiliales, ça peut être compliqué à gérer. Faisons le plus simplement possible. Ouais, bien sûr, et puis avec ton exemple, là, s'il y a une entreprise qui a à destination d'un enfant, parce que c'est le seul à travailler dedans, etc., faut l'anticiper bien en amont pour pas léser les autres et trouver des sources de financement, parce qu'on peut avoir une belle boîte très très bien valorisée, mais qui est pas forcément très très liquide et manquer de liquidité pour indemniser correctement les autres. Donc tout ça s'anticipe. Encore une fois, le devoir de tout à chacun de travailler, de prendre ses responsabilités en amont et de pas forcément attendre ces âges pivots, ces âges clés que tu citais, 50, 60 ans, mais déjà de travailler ou commencer à avoir déjà en tête un petit peu tout ça pour le cas échéant être prêt à faire les choses correctement. Ouais. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que bien souvent, le chef d'entreprise, il attend son prix de cession, hein. Il veut vendre son entreprise, parce que c'est sa retraite. Hein. Souvent, il y a un décalage important pour ces professions, et donc ils savent très bien que quand ils seront à la retraite, ils risquent d'être un peu justes, hein, faut se le dire. Donc ils veulent aussi parfois au moins vendre une partie, ils veulent bien donner un petit peu, mais ils veulent dire aussi, sur une boîte à 1 million, j'ai peut-être donné 500 000, mais aussi céder les titres pour 500 000 euros. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément toute la donation, c'est pas toujours évident, hein, parce que là on est sur des montants importants, et les entrepreneurs, de manière générale, souvent ont en tête que la vente de leur entreprise sera leur retraite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les esprits des entrepreneurs, je pense. Hein. Comme on peut le voir aussi sur le marché immobilier, où des personnes qui arrivent à l'âge de 60-65 ans commencent à céder une belle partie de leur parc immobilier également pour préparer aussi leur retraite, et donc il y a peut-être potentiellement des affaires. Parce qu'ils fatiguent un peu aussi. Ouais, la gestion locative. Ouais. La gestion locative peut aussi. Ok, cool, super intéressant. Donc on a vu, il y a des mécanismes pour pouvoir transmettre de belles façons pour justement donc l'immobilier, pour les entreprises familiales également avec ce pacte du trail. Quid un petit peu de la transmission des éléments mobiliers que tu évoquais tout à l'heure, que ce soit les placements, les différents placements, une assurance vie, on remarque que l'assurance vie c'est peut-être encore un cas spécifique, un compte PEA, un compte en bourse, etc. Ou alors les cryptoactifs, qui est peut-être encore un sujet aussi un petit peu épineux. Les cryptoactifs, c'est un vrai sujet, effectivement. Alors, le mobilier, de manière générale, hein, il est dévolu à la succession comme les autres biens. Alors, on considère qu'on est en succession en France et que tous les biens sont en France. Hein. Oui, voilà, ça facilite le schéma, parce qu'autrement, ça peut être très long. Et donc là, tous les actifs mobiliers, donc, ils sont dévolus tels qu'il est prévu par la loi ou par le testament, s'il ne contredit pas la loi. On peut faire un testament qui dise que je voudrais que ma voiture aille à mon cousin, puisqu'on l'avait rénovée ensemble il y a 30 ans. Voilà, il peut y avoir des particularités. Pour tout ce qui est mobilier... on ne peut pas faire de démembrement d'un PEA, par exemple. Bien sûr que si. Si, bien sûr que si, ouais.
Dans le même esprit que le démembrement d'un bien immobilier. On pourrait très bien avoir des comptes démembrés, un portefeuille d'actions pourrait être démembré, donc un compte titre, ça peut se démembrer, effectivement. D'accord, avec le même esprit, avec les mêmes barèmes, les mêmes valeurs d'usufruit, etc. par rapport aux tranches d'âge. Alors s'il s'agit d'une donation, oui. S'il s'agit, en fait, quand on est en donation ou en succession, l'article du Code général des impôts que j'ai évoqué tout à l'heure, qui dit que à 51 ans, l'usufruit vaut 50%, à 61 ans, 40%, 71 ans, 30%. Ce petit schéma-là, la loi fiscale nous l'impose quand on est en donation et en succession. C'est-à-dire que si je te donne un bien, j'ai pas le droit de choisir comment je valoriserai mon usufruit. Oui, bien sûr. C'est le Code général des impôts qui le dit. Hein. Donc si demain je veux démembrer un portefeuille, je peux le faire, mais je devrais respecter l'article 169 du Code des impôts. Donc ça c'est la première chose. Donc effectivement c'est le même mécanisme, mais on est toujours un peu embêté quand on parle d'usufruit sur de la monnaie. Alors sur les actions par exemple, un usufruit, il va permettre quoi? Il va permettre d'arbitrer. Généralement le titulaire du portefeuille, du fauteuil, il peut arbitrer. C'est-à-dire qu'en gardant la consistance du portefeuille, il peut vendre et racheter les actions. Normalement, il peut le faire. Après, ça dépend de la convention exacte. Et il pourra prélever les intérêts perçus, les dividendes versés de ses actions. Mais il ne pourra pas toucher au capital. Il ne pourra pas vendre la totalité des participations et partir avec l'argent. D'accord. Donc les taux d'intérêt, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui. Hein. Alors, bon, la bourse, elle, est très fortement valorisée en ce moment. Donc, et ça fonctionne. Cette année, il a pris 12%, je crois, le CAC 40, non? Oui, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, effectivement, extraordinaire. Si vous aviez 100 000 euros de placer en portefeuille, l'usufruitier aurait pu prendre 12 000 euros. Donc là, c'est pas négligeable. Mais à l'inverse, si vous avez un livret A ou un LDD, même avec 100 000 euros, ce que vous allez prélever à la fin d'année ne vous permettra pas de faire grand-chose. Hein. Donc ce démembrement, il est évidemment, la qualité du démembrement, la qualité pour l'usufruitier de percevoir des revenus va dépendre du support d'investissement des capitaux. Et plus la rentabilité va être élevée, plus le support va être à risque. Donc ce qui veut dire risque, dit risque pour les nus propriétaires d'une perte en capital. Et oui. Donc c'est pour ça qu'il y a un arbitrage à faire et que généralement, si on doit démembrer un portefeuille, on encadre un peu les choses. D'accord. Pour pas que tout soit très volatile. Si on reprend donc l'exemple avec les tranches d'âge, etc., si on est sur une valeur de l'usufruit à 50%, monsieur a un PEA ou un compte titre d'une valorisation, disons, de 100 000 euros, qui lui ramène, je sais pas moi, 3% de dividende, donc 3 000 euros à l'année. Il fait la donation de l'usufruit à son héritier. De la nue propriété. De la nue propriété, oui, pardon. Il garde l'usufruit. Voilà. Et il donne la nue propriété. Donc lui va continuer à percevoir ses 3 000 euros annuels. Oui. Il aura donné une valeur de portefeuille, donc là dans l'exemple en fonction de la tranche d'âge, disons à 50%. Oui. Et par contre, à son extinction, l'héritier, le donataire, va récupérer l'ensemble du portefeuille qui ne sera pas soumis à imposition également dans le même mécanisme qu'on avait évoqué tout à l'heure avec le démembrement d'un bien immobilier. Oui. Tout à fait. D'accord, donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui s'est constitué un portefeuille ou qui veut se le construire pour peut-être vivre ou avoir des dividendes pour venir consolider sa retraite, par exemple. Il peut conserver comme ça ses dividendes, mais commencer à transmettre de cette façon également. Et c'est un bon complément. Ouais. Ça peut être une bonne idée, tout à fait. Ouais. D'accord. Les cryptoactifs. Les cryptoactifs, c'est le sujet compliqué. Comment on s'en sort demain, on a un portefeuille, il nous arrive un malheur ou à quelqu'un qui a un portefeuille cryptoactif. Aujourd'hui, on sait que, tu me diras si je dis des bêtises, mais vous les notaires, vous êtes en relation avec les banques, etc. Oui. Lorsqu'il y a un décès et vous arrivez à avoir une certaine traçabilité sur les biens des personnes. Les cryptoactifs, qui est un domaine un petit peu plus... qui passe un petit peu entre guillemets en sous-marin entre guillemets avec tout le système de la finance décentralisée. Comment on peut se prémunir en tant qu'utilisateur, en tant qu'investisseur, et vous, comment vous faites de votre côté pour gérer un petit peu tout ça? Alors, tout d'abord, j'ai jamais eu pour l'instant de crypto-monnaie dans une succession. Ça viendra forcément, hein, donc c'est une question de temps. Le thème des notaires cette année, la réflexion, c'était le numérique, accompagner et sécuriser l'homme, la révolution du digital et le droit.
Donc on est en plein dedans. Hein. Donc le rapport est sorti au mois de septembre. Hein. Donc c'est le congrès, ce qu'on appelle le congrès des notaires. Donc cette année c'était à Nice. Donc j'ai un ouvrage qui fait pas loin de 400 pages, donc qui est passionnant. Et notamment effectivement sont évoquées ces crypto-monnaies. Donc pour être très, très simple, hein, trois préconisations, 3 recommandations, si on peut dire. La premièrement, c'est l'identification de ces crypto-monnaies. Nous, notaires, pour l'instant, on ne sait pas comment on va trouver les crypto-monnaies pour les clients. Eh ben oui. Aujourd'hui, vous me dites, j'ai peut-être un compte au Crédit Agricole, peut-être un compte à la BNP, et sur un compte au Crédit Mutuel, on va écrire aux banques, évidemment, elles vont nous répondre, pas de difficulté. Et si on a tapé à la mauvaise porte, ils vont dire, désolé, nous n'avons pas d'actifs pour ce client. Mais au moins, on est certain qu'on n'aura pas laissé passer un compte en banque. À l'inverse, demain, pour trouver une crypto-monnaie, je ne sais pas à quelle porte taper. Donc ça, c'est le premier problème. Surtout qu'il y en a quand même plusieurs, beaucoup même. Il y a beaucoup de crypto-monnaies. On peut être sur ce qu'on appelle des exchanges, donc des courtiers en ligne qui sont basés un petit peu partout, en Asie, etc. Et même sur des blockchains dites décentralisées. Donc il n'y a pas d'organisme vraiment qui régule et qui régit ça. C'est vraiment à titre individuel, à l'image, enfin je ne sais pas, comme si je prenais des billets, des lingots d'or, je le mettais dans les bois, je creuse dans un trou et c'est un petit peu perdu. C'est exactement en quelque ça. Sorte. Mais on a le même problème avec l'or. Hein. Parfois des clients qui sont persuadés que leur maman ou leur papa avait un petit peu d'or qui était caché à la maison, mais qui ne remettent pas la main dessus. Donc c'est la même chose. Donc là, il faut identifier de manière certaine ces crypto-monnaies. Donc avec les clés d'identification, il y a des processus que tu maîtrises bien mieux que moi. Donc la première des choses, c'est si tu as les crypto-monnaies, eh bien tu en informes ton partenaire pacsé, ton épouse, ton époux. Mais déjà, tu le verbalises. Tu dis, voilà, j'ai à tel endroit un petit calepin où j'ai noté, il faut que ça soit physique malheureusement, où j'ai noté voilà ce que j'avais. Voilà, où le retrouver, comment les identifier, comment les retrouver. Ça, c'est primordial. Et donc ça peut être fait, ça peut même être laissé sous pli scellé à vos parents aussi. Il faut peut-être avoir deux caches, mais dire, voilà, s'il m'arrive quelque chose, voilà, tu sais, maman, papa, j'ai ça, tu te débrouilleras avec le notaire et mes enfants. Quoi. En gros, voilà. Mais ça, c'est vraiment un vrai problème. Identifier correctement les crypto-monnaies. Le deuxième problème, c'est quand même la valorisation. Parce que je ne suis pas certain de pouvoir trouver facilement le cours de la crypto-monnaie au jour du décès. En tant que notaire, nous, on doit être capable de prendre une photo du patrimoine de la personne au jour de son décès. Ça, c'est d'un point de vue fiscal. Parce que la déclaration de succession, c'est un document qu'on remet au centre des impôts. On liste l'ensemble des actifs que la personne détenait au jour de son décès avec la valeur au jour de décès. Quand on a des actions, j'ai un relevé de la banque qui me dit au jour du décès à combien était l'action Veolia, l'action Total, l'action Safran. Et j'ai un décompte extrêmement précis. Parce que c'est à ce jour-là que l'héritier est potentiellement imposé. Donc j'aurai un deuxième problème, c'est la valorisation. Avec les mêmes problématiques qu'on peut avoir avec les actions lorsque ça va pas bien, c'est-à-dire avec des gros potentiels de baisse ou des gros potentiels de hausse. Oui, une volatilité assez importante. Exactement, le problème de volatilité, c'est le terme que je cherchais. Imagine qu'au décès, tu as 1000 actions à 100 euros. Et qu'au moment où je règle la succession 3 mois après, tu as 1000 actions à 75 euros. Tu vas être imposé sur 1000 actions à 100 euros. Hein. Et oui. On va prendre l'exemple très simple. En décembre 2019, c'est l'action Safran, elle était à 152 euros. Bon. Donc décembre 2019... On sent l'investisseur en toi. Non, j'en ai pas une seule. Mais c'est un exemple qui est intéressant. 15 décembre 2019, il t'arrive quelque chose. Moi, je prends le schéma et donc j'ai mis l'action Safran à 152 euros. Bon. En février, on règle la succession, elle était à 75 euros. Covid oblige, voilà. Mais là, c'est le Covid, ça pourrait être une autre crise majeure. Crise du pétrole. Elon Musk qui fait un tweet dans le mauvais sens. Ouais, voilà. Donc, tu te retrouves avec une volatilité importante et donc sur la valorisation, potentiellement des problèmes de valorisation. Et après, le dernier sujet, c'est la qualification. Aujourd'hui, comment on qualifie la crypto-monnaie ? Il y a des échanges évidemment passionnants. Est-ce que c'est une monnaie ? Est-ce que ce n'est pas une monnaie ? Déjà, savoir si c'est une monnaie ou pas, c'est pour moi pas tranché. Après, vraisemblablement, ce serait quand même un meuble de qualification juridique. Donc après, si c'est un meuble, c'est la loi, nous si on est sur une succession française, il n'y a pas trop de débat, c'est la loi française qui s'appliquerait pour la dévolution de ces meubles. Mais ça peut être bien plus compliqué s'il y a des éléments d'extranéité, notamment si vous viviez à l'étranger, ou voilà. Ça peut complexifier beaucoup les choses après.
D'accord, ouais, dans donc la dévolution. en tout cas pour l'investisseur, en bonne pratique, s'il faut résumer, c'est de l'identification, Ouais. d'avoir quand même voilà, une source, son conjoint, peut-être éventuellement son notaire, avoir un testament, quelque chose qui atteste comme ça de différents comptes qu'on peut détenir, avec les différentes possibilités d'y accéder forcément, parce que si on dit j'ai un coffre-fort là mais il est blindé, etc., on n'a pas la clé, Oui. ça revient au même. Ouais. Si on n'a pas Avec les des moyens clés, d'ouvrir, donc voilà, de l'identifier, de donner les accès, etc., de mettre peut-être sous pli un testament notarié. Ouais. Alors après, le testament, je ne sais pas si c'est ce qui se prête le mieux quand même, parce que, un investisseur, ça bouge, ça évolue. évidemment, Ouais, il va arbitrer régulièrement. ouais, Donc il va pas venir chez son notaire, même s'il l'aime beaucoup, quand même tous les 15 jours, 3 semaines, tous les 3 mois. Donc là, on arrive à effectivement un peu à la limite des choses. Est-ce qu'il y a un portefeuille électronique sur Internet où il a effectivement l'ensemble des choses et il a donné les codes? Est-ce que voilà, c'est pas simple, hein, mais ça va faire partie des difficultés. Comme le numérique de manière générale, parce que là, effectivement, on parle d'actifs, c'est ce qui nous intéresse, mais il y a aussi tous ces comptes de réseaux sociaux. Et je crois qu'en 2060 ou 70, il y aura plus de défunts que de vivants sur Facebook. Il y a une étude qui est sortie là-dessus. Bah, évidemment, parce que les comptes ne sont pas clôturés. Eh ben oui. Ouais. Donc il y a les problèmes de l'identité numérique, c'est passionnant aussi, mais ça fait partie des enjeux. Tous ces comptes, c'est pareil, la difficulté de retrouver les codes, comment on peut s'y connecter, pourquoi. C'est les deux gros sujets pour nous de l'avenir. Quoi pour de l'avenir? Comment on gérera ça dans les dossiers de succession? C'est toutes les crypto-monnaies et toutes les identités numériques. Et les deux sont pas liés, mais sont quand même très proches dans les difficultés d'identifier les choses. Donc à l'avenir, il faudra évidemment prendre des dispositions. Voilà. Oui, bon après ça se met en place et ça évolue et je pense dans le bon sens, à l'image un petit peu pour régler la fiscalité. Déjà aujourd'hui, le régulateur a imposé aux utilisateurs de devoir déclarer l'ensemble des exchanges, des comptes sur lesquels il a investi. Ça, c'est un premier pas en termes d'identification déjà. Oui. Et ensuite, on doit, lorsqu'on fait des plus-values, qu'on retire des gains en cryptoactifs, etc., ou qu'on fait des paiements, et maintenant il y a des cartes bancaires qui sont associées aux exchanges, etc., on doit déclarer in fine les plus-values. Donc, si je dis pas de bêtises, on est dans les valeurs mobilières, en tout cas on est soumis à la flat tax, etc. C'est ça. Mais il faut les déclarer. Et pour les déclarer et voir à quel cours, etc., il y a quand même des solutions à travers la blockchain qui se développent, des logiciels où on rentre un petit peu toutes les données comme ça et on retrace automatiquement, vu que c'est le principe de la blockchain, tout est lié, il y a toute cette historique qui est infalsifiable en quelque sorte, et donc avec des solutions comme je pense à notamment Waltio, WALTIO, pour déclarer les plus-values des crypto-monnaies. Des solutions comme celle-ci permettront peut-être tu parlais de valoriser un portefeuille à une date précise. Des solutions comme celle-ci, ou en tout cas qui s'y rapprochent, permettront également de le faire peut-être avec beaucoup plus de simplicité. En tout cas, ça se développe et ça va dans le bon sens. Mais oui, c'est un beau sujet. En tout cas, merci pour ces recommandations. C'est vrai que c'est intéressant de se poser la question parce que on est tous concernés, investisseurs, et pour beaucoup qui nous écoutent sont investis dedans. Et malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un accident, etc. Et donc, c'est intéressant de se prémunir de tout ça et de prendre toutes les dispositions au mieux. Ouais. Et tu disais qu'effectivement, pour ceux qui ont les crypto-monnaies, ce serait à eux de faire les déclarations de plus-value éventuelles. Bon, ça, malheureusement, je ne crois pas que ça soit suffisant. Historiquement, la plus-value immobilière, elle devait être déclarée par celui qui avait fait la plus-value dans sa déclaration d'impôt sur le revenu l'année d'après. Bon, le taux de recouvrement était de l'ordre de 40%. Donc quand ils ont donné l'obligation au notaire de calculer et de payer la plus-value, évidemment, on est passé à 100% de recouvrement. Donc on voit bien qu'on est dans les prémices de la crypto-monnaie, parce que pour l'instant, c'est encore quelque chose de résiduel. Je ne sais pas combien de Français aujourd'hui ont de la crypto-monnaie, je ne sais pas si tu sais. Absolument pas, non. Ce serait des statistiques intéressantes, mais ça reste encore confidentiel. Mais à l'avenir, dans le cadre du développement, il faudra effectivement, heureusement et malheureusement, qu'il y ait une fiscalité qui soit aussi plus efficace, parce qu'aujourd'hui,
voilà, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui déclarent les plus-values réalisées sur les crypto-monnaies. Oui, certainement. Après, j'imagine que ça va être à l'image un petit peu des courtiers boursiers qui te fournissent l'IFU à la fin, etc. Il y a quand même des données à la source. Et in fine, c'est pareil pour les exchanges. Aujourd'hui, il y a des exchanges qui se développent en France, en Europe et en France aussi, qui sont régis par l'AMF, etc. et qui vont, j'imagine, rentrer un petit peu dans le même moule, avec les mêmes règles, la même régulation pour avoir une meilleure traçabilité pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on peut, investisseurs, se sentir un petit peu traqués par le fisc, ils veulent savoir, ils veulent notre peau, etc. Mais dans le même temps, on est bien content aussi, le jour où, encore une fois, il nous arrive quelque chose, d'avoir une traçabilité, de retrouver les comptes en banque, etc. Donc, ça a aussi des bons côtés d'avoir un cadre, une stabilité. C'est pas toi qui me diras le contraire en ta qualité de représentant de l'État, en quelque sorte. Mais ça avance dans le bon sens et je pense que d'ici quelques années, ça ira au moins pour le mieux. Ça sera assez facile d'avoir une traçabilité. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en particulier sur tous ces thèmes passionnants ? Moi, je pourrais rester là parler des heures. Oui, j'apprends plein de choses à chaque fois. C'est toujours sympa d'avoir des échanges, effectivement. Il y aurait plein de choses à rajouter. Donc, c'est vrai que l'idée d'échanger ensemble, c'est de faire émerger des petites lumières dans les têtes des auditeurs. De se dire, ah tiens, il faudrait que je creuse cette question. Peut-être que ça ne conviendra pas, mais au moins que la personne qu'elle soit intéressée évidemment par ce qu'on raconte, c'est quand même plus sympathique, mais qu'elle se dise, tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir mon notaire, que j'aille voir mon expert comptable, que j'aille voir un avocat. Voilà, ça c'est important. Aujourd'hui, que la personne se dise, ça pourrait être pour moi, il faut que je regarde. C'est ça qui est le plus sympa. On avait évoqué le pacte du trail, je l'ai dit très rapidement, dans les exonérations importantes, il y a aussi les bois et forêts et les baux ruraux à long terme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pareil, quand on a une forêt, quand on a des terres agricoles, il y a aussi des mécanismes fiscaux très importants, très avantageux. Donc à chaque auditeur, si dans sa famille il a une forêt, un bois, des terres agricoles, de se dire, tiens, peut-être qu'il faut que je creuse, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, bien sûr, ou quelqu'un qui souhaiterait investir, même pour diversifier son patrimoine, investir dans les bois et forêts parce que sensibilisé à l'écologie ou je ne sais quoi, on le sait qu'in fine, il y a des avantages, il y a des mécanismes avantageux en tout cas pour la transmission, et puis après, libre à chacun de creuser avec son notaire préféré. Écoute Cyril, moi je te remercie en tout cas pour ton temps, ton accueil dans tes magnifiques bureaux. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs de La Bonne Fortune qui commencent à te connaître maintenant. Alors, merci à toi d'être venu jusqu'à moi et qu'on ait pu échanger sur ces sujets. Le mot de la fin, c'est une bonne question, tu aurais pu me le dire, je l'aurais préparé. La transmission, je crois qu'il n'y a rien de plus intéressant. L'humain est fait pour transmettre. On transmet des savoirs, des valeurs, évidemment du patrimoine si on peut le faire. Donc je crois que quand on a des enfants, se dire qu'on peut transmettre, laisser quelque chose, je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, c'est une thématique qui est très intéressante et qui est passionnante. Super, mais en tout cas c'est toujours très passionnant de partager ces moments avec toi. Je te remercie Cyril et puis je vous dis à toutes et toutes à très très vite. Ciao, ciao. Merci Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!